Bonjour, c'est Michel Drac. De retour, les vacances sont finies et on recommence avec les notes de lecture. Et donc aujourd'hui, je vous présente un livre. Je vous présente Terrorisme, face cachée de la mondialisation de Richard Labévière, dans le cadre de la série de notes de lecture que je fais pour préparer une vidéo de synthèse sur l'État islamique. Donc là, on commence d'ailleurs à s'approcher de la fin de cette série de notes de lecture. C'est pourquoi je ne vais pas reprendre la totalité du contenu de Monsieur Labévière. Il y a des parties assez larges que je vais zapper, non pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, elles sont très intéressantes, c'est un très bon livre, mais tout simplement parce qu'en fait on les a déjà vues. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que raconte Monsieur Labévière qu'on a vu avant chez Thomas Flichy de La Neuville et Olivier Hahn dans leur livre sur l'État islamique, ou qu'on a vu avant dans d'autres ouvrages qui ont été chroniqués au fil de cette playlist. Alors, qu'est-ce que nous explique Monsieur Labévière ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un point de vue synthétique sur le terrorisme. C'est quelqu'un qui a manifestement énormément étudié le sujet et qui a essayé de l'étudier sous tous les angles possibles. Il a essayé de constituer une vision à 360 degrés. Et je pense qu'il n'est pas loin d'y arriver. En gros, ce qu'il nous explique d'abord, c'est que le terrorisme est un phénomène en expansion. Tout simplement un constat quantitatif. Il y a un rapport qui fait le point sur les actes de terrorisme dans le monde. Ce rapport s'appelle Global Terrorism Index. C'est un rapport qui est produit chaque année par le Institute for Economics and Peace. Et depuis 16 ans, ce rapport montre que chaque année, il y a plus d'actes de terrorisme que l'année précédente et plus de victimes du terrorisme que l'année précédente. Ensuite, le terrorisme, nous rappelle M. Labévière, n'est pas un ennemi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un problème de terrorisme, mais ça n'a aucun sens de déclarer, comme George Bush, « War on Terror ». La guerre au terrorisme, ça ne veut rien dire du tout, parce que le terrorisme n'est pas un ennemi, c'est pas un acteur géostratégique, c'est un mode opératoire. Et, nous dit M. Labévière, ce mode opératoire, en pratique, est constitué comme un flux. À certains moments, ce flux coule vite, à d'autres plus lentement. En ce moment, il coule de plus en plus vite. C'est un flux. Ce flux est produit par un certain nombre de phénomènes situés en amont. Et les phénomènes les plus structurants ne sont pas nécessairement les plus visibles pour les acteurs externes. Par exemple, Richard Labévière insiste longuement sur le fait que, pour qui voit les choses de l'extérieur, le terrorisme, on va dire islamiste ou djihadiste, c'est d'abord une affaire de religion. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a dans les réseaux terroristes une grande plasticité vénale, pour reprendre les termes de M. Labévière, plasticité vénale qui évoque plutôt les mercenariats sans vocation religieuse précise. Et très souvent, ce qui structure ces réseaux, ce qui concrètement les amène à fonctionner d'une certaine façon et pas d'une autre, nous dit M. Labévière, c'est l'argent. Ce sont les financements du terrorisme qui permettent sans doute le mieux d'en définir la cartographie. Alors à partir de là, c'est la première conclusion du travail de Richard Labévière. Ne refaisons pas l'erreur de George Bush. Comprenons que le phénomène auquel nous avons affaire n'est pas un ennemi, mais un mode opératoire, que c'est un flux qui peut changer, qui peut se recomposer en permanence, et en particulier que derrière un phénomène auquel nous donnons un nom, l'État islamique, il peut y avoir en réalité plusieurs phénomènes qui se donnent à nous, en quelque sorte, à travers la même zone de contact, mais qui en profondeur sont très différents.
Et en particulier, Richard Limbévière insiste sur le fait que la France est effectivement en guerre à l'étranger, dans le cadre d'affrontements géopolitiques, mais que le terrorisme local, qui peut naître éventuellement chez nous, ne renvoie pas forcément en réalité à ces affrontements géopolitiques. Parfois oui, mais parfois non. Et sur notre sol, d'une manière générale, nous devons considérer que les terroristes qui agissent chez nous sont en réalité des criminels, à qui souvent l'islam sert de prétexte commode. Le mouvement islamique lui-même, qui sert en quelque sorte de prétexte, le salafisme, n'est, nous explique M. Labévière, pas monolithique. Il y a une opposition entre un salafisme prédicatif et quiétiste, qui n'est pas violent, et un salafisme djihadiste, généralement takfiriste. Djihadiste, ça veut dire qu'on va faire la guerre pour propager ce qu'on estime être la, entre guillemets, bonne version de l'islam. Et takfiriste, ça veut dire qu'on se donne le droit d'exclure de la communauté des croyants les gens dont on estime qu'ils n'ont pas la bonne version de l'islam. Ce salafisme est aussi divisé sur le plan organisationnel, d'ailleurs plus que doctrinal, entre, on peut dire, une filière frères musulmans, qui est née historiquement en Égypte, qui est très puissante en Égypte, qui a des bases, des soutiens en Turquie et au Qatar, et un salafisme en Arabie Saoudite, un salafisme on pourrait dire saoudien, qui repose sur l'alliance entre une dynastie, ou plus exactement, en fait une tribu, parce que le principe d'égalité des frères dans le monde arabe, si vous voulez, fait que même si au départ vous avez une dynastie, au bout de quelques générations, ça, par la force des choses, ça devient une tribu. Donc une tribu, on va dire que la tribu des Saouds, en fait, il y a une alliance entre cette tribu et le clergé wahhabite, qui est un problème distinct, qui fonde potentiellement une organisation distincte de celle des frères musulmans. Bon. Cette complexité est encore accrue, donc, par le fait que ces différents phénomènes dont on vient de parler, qui sont propres à la dynamique endogène du terrorisme islamique, diversité entre la criminalité locale et les enjeux géopolitiques, diversité entre donc des acteurs qui pensent les enjeux locaux, et souvent, en fait, Richard Labévière le montre très bien, largement dans des termes criminels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il y a une différence si grande que ça entre la logique de Daesh cherchant à marquer un territoire sanctuaire dans le nord de l'Irak et l'est de la Syrie, et la logique des cartels mexicains qui contestent à l'État mexicain le monopole de la violence légitime sur certaines parties du territoire mexicain. Labévière fait des parallèles sur les effectifs en jeu, les tactiques, le nombre de victimes liées aux différents phénomènes, et il montre que finalement, bon, la différence, c'est qu'évidemment, il n'y a pas la dimension idéologique qui rend Daesh beaucoup plus dangereux qu'un cartel mexicain, mais bon, il y a quand même des points communs. Bon, et donc, il y a toute cette complexité entre ces acteurs géopolitiques locaux et globaux, entre ces salafistes, alors on va mettre de côté déjà les salafistes piétistes, qui en fait ne sont pas vraiment concernés en fait, par le problème, et puis à l'intérieur des salafistes djihadistes et takfiristes, entre les frères musulmans, qui ont certaines stratégies, certains points de vue, qui peuvent être à certains endroits en guerre, à d'autres endroits en paix, et puis une alliance du clergé wahhabite et des Saouds, qui eux aussi ont certaines stratégies, certains points de vue, et qui peuvent être à d'autres endroits en guerre et à d'autres endroits en paix. Il y a toute cette complexité, et encore donc cette complexité endogène se combine avec une complexité exogène. Parce que les acteurs en question, qui instrumentalisent d'autres acteurs à l'extérieur de la sphère djihadiste et qui s'instrumentalisent entre eux, sont en retour instrumentalisés par ces acteurs extérieurs.
Et là, le livre de Richard Labévire devient vraiment très intéressant, c'est quand il rentre dans toute l'histoire de ces instrumentalisations. Il nous fait remonter dans la préhistoire d'Al-Qaïda et dans la préhistoire de Daesh, et il remonte ensuite jusqu'au moment où l'État islamique a été fondé et où il s'est déployé en Irak. Alors là, dans cette note de lecture, je ne vais pas parler de cette deuxième partie où on est dans l'État islamique post-2004, au moment où unicité et djihad commencent vraiment à s'installer en Irak. J'en parlais un peu, mais pas beaucoup, et je ne parlerai pas du tout de l'État islamique proprement dit post-2011, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a déjà vues, en particulier chez Thomas Flichy de Lanneville et Olivier Hahn, donc c'est pas la peine de les répéter. Mais je vais vous dire quand même rapidement ce qu'explique M. Labévire sur la préhistoire d'Al-Qaïda et la préhistoire de l'État islamique. Là, c'est très intéressant. M. Labévire nous explique que Al-Qaïda n'est pas une organisation à proprement parler. En fait, c'est une nébuleuse. Il compare Al-Qaïda à un herbier dans lequel on classerait les djihadistes. Ça fait une base de données. Et puis, on peut, comme ça, les utiliser, leur suggérer, toi tu vas là, toi tu vas là. Alors il y a quand même un noyau central où il y a quelques fonctions de base, et puis il y a quelques centaines de membres dans cette Al-Qaïda centrale, mais c'est tout petit en fait, et ça ne correspond qu'à des fonctions support, on pourrait dire. Camp d'entraînement pour la lutte armée, financement, etc. Et ensuite, le reste de l'Al-Qaïda, comme dit M. Labévire, puisqu'il dit l'Al-Qaïda, il ne dit pas Al-Qaïda, le reste c'est 30 000, je crois, ou quelque chose comme ça, djihadistes, 35 000, voilà. 35 000 volontaires étrangers qui ont transité au moins une fois par les camps de la résistance afghane et qui ont été rangés dans l'herbier d'Al-Qaïda. Donc vous voyez, c'est quelques centaines de types dans une petite organisation, son noyau, et en fait autour une immense nébuleuse. Et c'est ça Al-Qaïda. Donc on ne peut pas dire que c'est à proprement parler une organisation, sauf si, à la rigueur, si on parle de son tout petit noyau central, et encore, même ce fonctionnement est assez peu organisé à stricto sensu. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'explique M. Labévire sur la façon dont ça s'est constitué. L'origine, c'est l'invasion, on va dire, de l'Afghanistan par les soviétiques. Je crois que c'est fin 78. En 1979, il se passe un événement qui, à l'époque, évidemment, est inconnu des gens ordinaires, et qui ne semble pas si important que ça, mais qui va être pour la suite très important. Les services secrets américains, probablement la CIA, demandent au chef des services secrets saoudiens à l'époque, le prince Turki, en quelque sorte de regarder d'un bon œil l'initiative d'un businessman saoudien qui cherche à recruter des volontaires pour le djihad contre les soviétiques. Et le prince Turki ne demande qu'à regarder ça d'un bon œil, et il commence, pour le compte des services secrets saoudiens, à traiter, entre guillemets, ce businessman, un certain Oussama Ben Laden. À l'époque, Ben Laden, c'est qui? C'est un fils de famille. Il représente à Istanbul la société Ben Laden Group, qui est une société du bâtiment. Et il a quelque chose, évidemment, dans ce cadre-là, qui est extrêmement intéressant pour constituer des réseaux de recrutement de djihadistes, c'est qu'il a beaucoup d'argent. C'est une époque où c'est un peu compliqué pour les services saoudiens de travailler avec ces milieux djihadistes en devenir, parce qu'en fait, dans les années 80, Riyad a plutôt tendance à couper les ponts avec les frères musulmans. Une partie de l'oligarchie saoudienne, l'oligarchie familiale saoudienne, si vous voulez, n'aime pas beaucoup les frères musulmans à ce moment-là, parce qu'elle trouve qu'ils ont un peu trop tendance à se mêler des affaires intérieures du royaume,
un royaume saoudien qui, nous dit M. Labévière, tient plus de la propriété privée familiale que de l'État-nation. Bon. Alors, voici donc notre prince turki qui, discrètement, sans que ça se voit trop, travaille avec notre Oussama Ben Laden pour constituer quand même des réseaux de djihadistes dans lesquels il y a beaucoup de gens aussi qui viennent de la mouvance des frères musulmans. Et puis on envoie ces gens-là en Afghanistan pour faire la guerre contre les soviétiques, où ils sont d'ailleurs très efficaces. En 1984, ce travail a été a pris une ampleur suffisante pour que Oussama Ben Laden et un certain Abdallah Azzam, un frère musulman d'origine palestinienne, créent ensemble le Bureau des services pour les combattants. C'est l'embryon d'Al-Qaïda. Elle n'est pas encore constituée, mais c'est l'embryon. C'est le moment où, tout en s'affrontant sur d'autres terrains, les wahhabites saoudiens et les frères musulmans se mettent d'accord pour dire, bon, là on a quand même un djihad commun à mener. En 1987, Ben Laden, qui est un sociopathe pur et dur, mais qui, comme beaucoup de sociopathes, n'est pas un lâche, accompagne ses volontaires en Afghanistan. Il participe à une bataille, il est blessé et il perd un rein. Lors de sa convalescence, il va rencontrer un chirurgien égyptien qui s'appelle Abu al-Zawahiri et qui est une figure historique des frères musulmans en Égypte. Il a participé à l'assassinat de Sadat. Et le 20 août 1988, est-ce que Ben Laden le fait de lui-même? Est-ce qu'il agit après en avoir longuement parlé avec Zawahiri? Est-ce que c'est Zawahiri en réalité déjà derrière qui pilote le truc? Je ne sais pas. En tout cas, une vingtaine d'hommes se réunissent au domicile d'Oussama Ben Laden et ils décident de fonder une organisation ou une proto-organisation de petite taille qu'ils appellent la base, Al-Qaïda en arabe. Ce qui les caractérise en cette année 1988, c'est que cette base, donc, cette micro-organisation qui va être chargée ensuite de diffuser ses idées dans une grande nébuleuse djihadiste, ils disent qu'elle doit pratiquer un djihad global. Qu'est-ce que c'est le djihad global? C'est on ne priorise pas les actions en fonction des enjeux locaux, mais en fonction des enjeux globaux. Et on combat qui? On combat les soviétiques, mais on combat aussi les régimes occidentaux. Alors il est intéressant de noter que Abdallah Azzam, le cofondateur avec Ben Laden du Bureau des services pour les combattants, s'oppose à cette ligne. Et il est intéressant que, visiblement, ça ne va pas lui réussir, puisque l'année d'après, il est assassiné dans des conditions non éclaircies. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Je ne sais pas. Personne ne le sait exactement. En tout cas, dès ce moment-là, le mouvement djihadiste commence visiblement à être traversé par des tensions assez fortes entre ceux qui veulent privilégier les djihads locaux. Le sujet principal, c'est la lutte contre les, entre guillemets, régimes apostats au Proche-Moyen-Orient, et ceux qui veulent un djihad global. En 1990-91, c'est la première guerre du Golfe. Saddam Hussein envahit le Koweït, et à ce moment-là, les Saoudiens sont devant un choix assez difficile. Est-ce qu'ils vont se défendre par eux-mêmes en face de Saddam, qui après tout peut très bien décider que tant qu'il y est, il va continuer, hein, ou est-ce qu'ils vont faire appel aux Américains? Ben Laden propose au roi Fahd de mettre à son service Al-Qaïda, et le roi d'Arabie Saoudite refuse et fait appel aux Américains.
À partir de là, Ben Laden va considérer que la monarchie saoudienne, en quelque sorte, s'est mise au service, en fait, des Américains, qu'elle a accepté qu'on profane le sol saoudien, que les Saoudiens ont eux-mêmes désigné comme étant un sol sacré, comme une sorte de pays mosquée. Alors, quelles sont les raisons, les réseaux d'influence qui sont derrière cette rhétorique que va développer Ben Laden, ça on ne peut pas savoir. En tout cas, en 92, il part pour Khartoum. En 94, il est déchu de sa nationalité saoudienne. Et officiellement, entre lui et la monarchie saoudienne, le torchon brûle. Et ils n'ont plus de lien. Officiellement, parce que, d'après Richard Labévière, en fait, en sous-main, le prince turki continue à traiter, entre guillemets, Oussama Ben Laden. C'est-à-dire que les services secrets saoudiens continuent à avoir des liens avec Al-Qaïda. En 1993, ce sont les attentats contre le World Trade Center. De 91 à 80, de 92 à 95, Al-Qaïda envoie des volontaires en Bosnie. En 98, 99 et 2000, il va en envoyer aussi en Tchétchénie. À chaque fois, forcé de constater que finalement, ces gens qui disent vouloir mener le djihad global commettent des attentats très spectaculaires contre les intérêts américains. Le premier attentat contre le World Trade Center en 93, puis les attentats de Nairobi et de Dar es Salaam en 98. Mais enfin, quand il s'agit de livrer bataille concrètement, on les trouve plutôt du côté des Américains. C'est assez intéressant à noter, ça montre bien toute l'ambiguïté de cette période. Ensuite, il semble que la rupture entre finalement l'alliance américano-saoudienne d'un côté et Ben Laden et Zawahiri, c'est-à-dire Al-Qaïda de l'autre, qui est peut-être une rupture largement théâtrale dans les années 90, comme je viens de vous l'expliquer, devient en quelque sorte plus réelle. Parce que en 2000-2001, il y a plusieurs tentatives de négociation entre les Américains et les talibans. Entre-temps, Ben Laden, qui a lancé une fatwa contre les Américains, a dû quitter le Soudan un peu en catastrophe parce que les Soudanais avaient proposé aux Américains de le livrer. Apparemment, les Américains n'en ont pas voulu, ça aussi, ça pose un certain nombre de questions. Il s'est retrouvé en Afghanistan au moment donc où ça se passe pas bien du tout entre les talibans et Ben Laden. Le 12 juillet 2001, à ce moment, il se passe un événement tout à fait étonnant. À l'hôpital américain de Dubaï, il y a un monsieur Hassan Al-Talal qui vient se faire hospitaliser pour une dialyse parce qu'il y a des problèmes de reins. En fait, ce monsieur Hassan Al-Talal, c'est ni plus ni moins que Ben Laden, qui est accompagné de Al-Zawahiri. C'est-à-dire qu'on a le numéro 1 et le numéro 2 d'Al-Qaïda, qui commettent des attentats contre les États-Unis à ce moment-là, qui viennent se faire soigner sous un faux nom dans un hôpital américain. Alors vous allez me dire, mais les Américains n'étaient pas au courant. Et ils étaient tellement pas au courant que, du coup, le représentant local de la CIA à Dubaï, un monsieur Larry Mitchell, est allé voir Ben Laden pour discuter avec lui. Alors il faut voir que ça fait des années que le FBI demande à la Maison Blanche de, comment dire, carte blanche pour aller chercher Ben Laden par la peau du cou, et que ça fait des années que la Maison Blanche dit non, 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 pas tant que ça, vos collègues de la CIA ont d'autres objectifs, d'autres agendas à gérer, non, vous y touchez pas. Et il va carrément se faire soigner à Dubaï dans un hôpital américain où il rencontre un représentant de la CIA. Ça laisse rêveur. Bon. Toujours est-il que, semble-t-il, la rencontre ne se passe pas bien. Et
15 juillet, donc 3 jours plus tard, Larry Mitchell quitte précipitamment Dubaï. On ne sait pas exactement pourquoi. Visiblement, à ce moment-là, il y a dû y avoir vraiment de l'eau dans le gaz. Et ce qui jusque-là était une vraie fausse rupture théâtralisée a eu tendance à devenir une vraie rupture. Puis on a les attentats, évidemment, du 11 septembre 2001, où on a un avion à Washington, un avion de ligne qui fait une manœuvre impossible pour un avion de ligne, puis qui va percuter un building en faisant un trou dans la façade du building moins large que son envergure et sans laisser de traces sur la pelouse devant. No comment, hein, je veux dire. Bon. Et on a les événements qu'on sait à New York avec quand même 3000 morts à la clé, c'est pas rien. La suite des événements, nous dit M. Labévière, c'est que les Américains vont frapper l'Afghanistan des talibans, et ils vont rater Ben Laden, et ils vont rater Al-Qaïda pour une raison très simple, c'est qu'à part des traînards qui étaient effectivement à Tora Bora, où ils se sont fait massacrer, sinon l'essentiel d'Al-Qaïda est déjà parti quand les Américains frappent l'Afghanistan. Ils se sont planqués dans les zones tribales du Pakistan, ils se sont planqués dans la métropole de Karachi. On se souvient à ce propos qu'il y aura un attentat contre les techniciens français à Karachi l'année suivante, et que cet attentat est probablement lié à une guerre interne dans les services pakistanais. Guerre interne dont on peut se demander d'ailleurs si elle est sans lien ou pas avec le fait que les Pakistanais aussi doivent définir un positionnement par rapport à Al-Qaïda. Ce truc finalement que tout le monde peut utiliser, c'est bien une base de données, un herbier pour trouver un djihadiste qu'on va envoyer quelque part, mais qui en même temps peut se retourner contre vous. Vous voyez, bref, voilà l'histoire d'Al-Qaïda qui est quand même assez intéressante telle que la raconte M. Labévière et qui montre bien la complexité entre ces luttes internes au monde arabo-musulman, l'instrumentalisation mutuelle des acteurs dans ce monde et la façon dont ils instrumentalisent des acteurs extérieurs et sont instrumentalisés en retour. S'agissant maintenant de Daesh, alors Richard Labévière nous dit qu'il y a une différence entre Daesh et Al-Qaïda en termes de structure. C'est-à-dire que Al-Qaïda est une fausse organisation, ou plutôt c'est une petite organisation animant une grande nébuleuse. Daesh est plus difficile à définir parce qu'en fait c'est un phénomène hybride. C'est le produit, nous dit Richard Labévière, du croisement de plusieurs dynamiques. La retribalisation de la zone Irak-Syrie, suite à l'intervention américaine de 2003, avec un mélange assez bizarre entre des structures post-militaires, avec beaucoup d'officiers de Saddam, et des structures tribales sunnites, et la nébuleuse terroriste internationale. Et tout ça s'est mélangé pour fabriquer Daesh, et facteur de complexité additionnel, sans vraiment qu'on puisse parler de pilotage à distance, Daesh a fait émerger des espèces de petites pousses par contamination dans un certain nombre de pays du monde, dont la France, où en fait, ce qui s'est passé probablement, c'est que vous avez là une sorte de terrorisme délinquant qui est né. Il faut voir que, comme Thomas Flichy de la Neuville et Olivier Anne, Richard Labévière insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une grande différence entre Al-Qaïda et Daesh en termes d'origine, de classe des chefs. Al-Qaïda, au niveau des chefs, ce sont des enfants de l'élite des pays du Proche et Moyen-Orient. Al-Zawahiri
un chirurgien, Ben Laden est un fils de famille, tous ces gens-là, c'est l'élite de ces pays-là. C'est pas du tout le cas pour Daesh, où ce sont des anciens, en partie en tout cas au niveau des cadres, ce sont des anciens criminels, des anciens délinquants, et ça fait que c'est une organisation qui fonctionne vraiment à la manière des organisations criminelles, c'est-à-dire de façon darwinienne, avec une très grande capacité d'adaptation, sans plan préconçu et en profitant des opportunités. Et donc ça, c'est un truc qui peut assez facilement s'interfacer avec les milieux criminels en France, dans les milieux criminels, disons, issus du monde musulman et qui se trouvent en France, parce que effectivement, c'est le mode de fonctionnement de ces milieux. D'où, nous dit Monsieur Labévière, l'émergence de quelque chose qui est assez difficile à saisir, c'est-à-dire un terrorisme délinquant sans but, sans revendication politique très précise, qui n'obéit pas forcément, d'après Richard Labévière, à des stratégies géopolitiques précises et bien définies, qui terrifie pour terrifier en quelque sorte, et qui dans une certaine mesure ensuite est endossé par une structure au Proche et Moyen-Orient qui ressemble à un cartel criminel cherchant à sécuriser un territoire où il revendique le monopole de la violence légitime contre l'État légitime. À la limite, moi quand je lis Richard Labévière, je me dis qu'un jour, on pourrait avoir un parallèle qui apparaîtrait entre ce qui se passe entre un truc comme l'État islamique d'un côté et les réseaux criminels terroristes, on va dire, en France, et ce qui peut exister éventuellement entre des zones du Mexique où les cartels ont quasiment expulsé l'État, parce qu'il y a des zones maintenant au Mexique qui sont quasiment en guerre. Hein. Je veux dire, c'est plus une lutte contre la criminalité, c'est une lutte contre l'hypercriminalité de gens qui disent on va être l'État à la place de l'État. On va être des narco-États, des micro-narco-États qui s'installent comme ça. Hein. Et peut-être le rapport entre ces gens-là et certains gangs aux États-Unis, qui se sont implantés aux États-Unis, comme le MS-13, vous voyez, ce genre de choses, tout ça peut s'imbriquer, et finalement les rapports entre Daesh et les milieux délinquants et, disons, terroristo-délinquants en France peuvent être un peu du même ordre. Quoi. Le problème, nous explique Richard Labévière, c'est qu'à partir de là, et ça c'est vraiment le problème majeur, ça veut dire que s'il y a une certaine capacité des milieux criminels à se djihadiser, en même temps qu'il y a une certaine capacité des milieux djihadistes à se criminaliser, ça veut dire que deux dynamiques contemporaines, très dangereuses, l'hypercriminalité et le djihadisme, peuvent se combiner pour fabriquer quelque chose qui sera extrêmement difficile à détruire, puisque en gros, si on le frappe, ça va s'éparpiller et bourgeonner. Alors, si on rentre maintenant un petit peu dans le détail de la façon dont Daesh s'est constitué, si on parle de la préhistoire maintenant de Daesh, ce que nous explique M. Labévière, d'abord, il s'attarde longuement sur le parcours du fondateur, non pas de l'État islamique, parce qu'à l'époque ça ne s'appelait pas encore vraiment l'État islamique, mais du groupe Unicité et Djihad, dont on a vu précédemment avec Thomas Flichy de la Neuville et Olivier Hahn, comment il avait donné naissance ensuite à l'État islamique. Et donc Richard Labévière s'attarde longuement sur le parcours du fondateur d'Unicité et Djihad, Monsieur Al-Zarqawi. Donc Al-Zarqawi, ça veut dire qu'il est originaire d'une ville en Jordanie qui s'appelle Zarqa. C'est quelqu'un qui vient d'une tribu de Bédouins qui est à cheval entre la Jordanie, l'Irak et la Syrie. Et donc, comme je vous disais, c'est pas l'élite de ces pays-là, c'est un ancien délinquant. Il a combattu en Afghanistan.
En 1992, il est arrêté en Jordanie et en prison, il apprend le Coran par cœur et il renie son passé criminel. Il y a probablement chez des gens comme Zarqawi une véritable dimension, si vous voulez, religieuse. Alors c'est une religion, enfin, à mon avis, extrêmement basse en termes d'exigence éthique. C'est une religion, je dirais, d'autodéfense individuelle et collective en face d'une société contre laquelle on combat. C'est sans doute une religion très frustre, mais je pense que c'est vraiment une religion. C'est-à-dire que quand je dis que, à mon avis, ce que montre bien Richard Lavévière, c'est que l'islam sert, dans certains cas, de paravent à des activités en fait qui sont à la convergence entre le terrorisme aveugle et l'hypercriminalité, je ne veux pas dire par là que les gens qui se livrent à ces activités mentent quand ils disent qu'ils sont musulmans. Je veux dire par là qu'à mon avis, ils se mentent à eux-mêmes. Largement. En tout cas, quoi qu'il en soit, et sans prétendre faire la psychanalyse de M. Al-Zarqawi, quoique ça serait un beau sujet, la psychanalyse d'Al-Zarqawi, mais bon, on va pas la faire. Ce monsieur Al-Zarqawi donc rencontre Ben Laden pour la première fois en 2000. Le courant passe très mal. Il passe très mal d'abord sans doute parce qu'il y a une différence de classe sociale importante, mais il passe très mal aussi parce que Zarqawi refuse radicalement de se rallier au djihad global d'Oussama Ben Laden. Lui pense d'abord aux enjeux régionaux. Si j'ai bien compris, il a très envie de se faire la peau du roi de Jordanie, et tant qu'on y est aussi des chiites irakiens, et puis tant qu'on y est aussi de Bachar el-Assad, il n'est pas content. Ce bédouin qui vit à cheval sur 3 pays, il est content dans aucun de ces 3 pays, et lui, il veut régler ses comptes là-bas d'abord. Il fuit l'Afghanistan en novembre 2001 avec les autres djihadistes qui laissent les Afghans se débrouiller avec la coalition américaine. Alors il transite par l'Iran. Ça c'est assez curieux étant donné que c'est un anti-chiite frénétique, mais il transite par l'Iran. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Peut-être tout simplement à l'époque il est pas. C'était un tout petit poisson à l'époque, donc les Iraniens l'ont peut-être tout simplement laissé passer parce qu'ils ne l'ont pas vu. Et il s'installe avec sa bande, parce qu'il a une petite bande avec lui, il s'installe au Kurdistan. Alors là c'est intéressant parce qu'à l'époque le Kurdistan, cette zone du Kurdistan a échappé au contrôle de Saddam. Elle est sous contrôle d'opposants à Saddam qui sont armés par les USA, et à tout point de vue, cette espèce de pré-État, de proto-État kurde qui se trouve là, est en réalité un protectorat américain. Et c'est là que Zarqawi vient s'installer. Pourquoi les Américains le laissent s'installer alors que très vite il va montrer qu'il a une énorme capacité de nuisance? Parce que le mec... Je veux dire, Zarqawi, c'est le mec que les autres djihadistes, pour beaucoup d'entre eux, ont fini par regarder comme un dingue sanguinaire. C'est pas donné à tout le monde quand même, hein. Je veux dire, dans ce milieu-là, passer pour un dingue sanguinaire, il faut vraiment avoir mis la gomme. C'est Zarqawi. Donc les Américains l'ont assez vite repéré à partir de 2002, 2003 et surtout après la chute de Saddam. Et apparemment, ils l'ont laissé faire. Alors, ce que sous-entend Richard Lavévière, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme entre-temps, la rupture théâtralisée avec Ben Laden était devenue une vraie rupture, et que, bon, ils n'ont pas dégommé Ben Laden tout de suite, alors qu'ils savaient où il était. Hein. Quand il s'est fait tuer, je crois que c'était en 2011, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose, non, c'est plus tard. Enfin bon, je me souviens plus. Bref, quand il s'est fait tuer au Pakistan, Ben Laden, ça faisait plusieurs années que les Américains l'avaient logé, ils savaient qu'il était là, apparemment. En tout cas, si je suis Richard Lavévière, parce qu'il y a aussi des gens qui disent qu'en fait, on l'avait tué depuis longtemps, simplement on a officialisé sa mort par une opération
mise en scène. Bon, c'est une autre thèse. Bon, quoi qu'il en soit. Les Américains n'ont pas officiellement dégommé Ben Laden à l'époque, mais enfin, clairement, ils ont un problème avec lui, ils ont un problème avec Al-Qaïda. La rupture théâtralisée est devenue réelle. Et finalement, avoir un mec comme ça, qui vient et qui dit « Ah, moi, je veux pas le djihad global. Moi, je veux pas le djihad global. Moi, je veux le djihad local. Je vais, je vais un peu de temps en temps découper en rondelles un Américain devant une caméra, comme ce qui est arrivé à ce pauvre Nicolas Berg, qui s'est fait égorger devant une caméra. C'est un des premiers à avoir eu droit à ce traitement. Bon, certes, ça ne fait pas de M. Zarqawi un ami des États-Unis, mais enfin, finalement, lui, il n'est pas très embêtant pour les Américains. Par contre, il est parfait pour foutre la merde entre les sunnites et les chiites, en Irak, mais aussi pour foutre la merde entre les partisans de la République arabe syrienne et les sunnites non partisans de la République arabe syrienne en Syrie. Et il est parfait pour foutre la merde dans toute la zone. Quand vous avez des gens qui passent leur temps, puisqu'apparemment c'est un sport chez les Américains et bien entendu chez les Israéliens, de redessiner la carte du Proche et du Moyen-Orient pour voir comment on peut défendre ses intérêts, c'est parfait d'avoir un type comme ça qui fout la merde localement et qui embête en plus des gens qui semblent être plutôt engagés dans un djihad global qui devient un peu dangereux, qui a un peu tendance à échapper à tout contrôle. C'est bien. C'est bien. Donc il est probable, en fait, c'est ce que dit M. Labévière, que, pour dire les choses simplement, la CIA et les différents services de renseignement occidentaux qui opèrent dans la zone, enfin occidentaux et israéliens bien entendu, tous ces gens-là se sont dit, mais au fond, ce petit Zarqawi là et sa bande de frappadingues, ils sont embêtants pour qui? Ils sont embêtants pour le gouvernement chiite irakien qui est en train de confier, on l'a vu avec Thomas Flichy de la Neuville et Olivier Hahn, des contrats aux sociétés chinoises. Ils sont embêtants potentiellement pour les Syriens, le gouvernement de Bachar el-Assad, qu'on a besoin de dégommer pour redécouper la carte du Proche-Orient. Ils sont embêtants pour les Iraniens, et on est assez content d'embêter les Iraniens d'une façon générale, visiblement à Tel Aviv et à Washington. Même si on va l'être de moins en moins à partir de 2014-2015 à Washington, ce qui pourrait expliquer, en plus de l'intervention russe, pourquoi, après avoir fait semblant de lutter contre Daesh, à un certain moment, les Américains, semble-t-il, se sont décidés à lutter vraiment contre lui à partir de 2016. Mais voilà, dans un premier temps, on a laissé Zarqawi faire son numéro. C'est ça l'histoire de la préhistoire de Daesh, en quelque sorte, parce que il était bien utile pour des gens que ça n'embête pas particulièrement apparemment de travailler avec un type qui trouve ça normal d'égorger les gens devant les caméras. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'explique par ailleurs M. Labévière, ça serait trop long. Je vais simplement signaler que son livre est très intéressant aussi sur deux plans. D'abord, il y a un long exposé sur les réseaux d'influence atlantistes à l'intérieur de la diplomatie française. Monsieur Labévière nous donne les noms, nous explique le fonctionnement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sarkozy, en 2007, a installé une cellule diplomatique de l'Élysée avec un monsieur qui s'appelait Jean-David Lévite, qui a travaillé en profondeur pendant que Kouchner, lui, faisait plutôt de la com sur le devant de la scène. Et qu'est-ce qui a été fabriqué à ce moment-là? C'est un réseau d'influence qui est connu à l'intérieur du Quai d'Orsay par un sobriquet, on appelle ça la meute. C'est le nom que les diplomates de carrière donnent à ce réseau d'influence. C'est un réseau d'influence qui regroupe en fait des grands ambassadeurs, des conseillers, et ces gens-là ont comme point commun d'avoir tous servi au moins une fois à Londres, à Washington, à Tel Aviv ou à Bruxelles OTAN.
Euh, Pas mal de gens là-dedans aussi qui, quand ils quittent la carrière diplomatique, se retrouvent par exemple patron de la branche française de Citigroup, comme un monsieur François Bujon de Lestan, ancien ambassadeur de France aux USA, ou un monsieur Gérard... non, attendez. Monsieur Jean-Pierre Jouyet, voilà, monsieur Jean-Pierre Jouyet, qui d'après monsieur Labévière devient donc en 2005 président de Barclays France, peu de temps après avoir dirigé le Trésor. C'est intéressant aussi. Voilà, et donc Richard Labévière nous décortique un peu ces réseaux d'influence qui expliquent pourquoi en fait on a très vite après la tentative de proclamation d'indépendance diplomatique de Villepin en 2003, une diplomatie française qui d'abord, devant les mesures de rétorsion américaines, est un peu réalignée, recentrée par Chirac, et puis qui ensuite, avec Sarkozy, bascule dans l'atlantisme et qui est verrouillée de l'intérieur par des réseaux atlantistes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi chez Monsieur Labévière, c'est que il nous dit ce que, à son avis, il faudrait faire pour lutter sérieusement contre le terrorisme. Alors, ça c'est pas mal parce que on n'a pas énormément de gens qui proposent des solutions. Et Monsieur Labévière, lui, propose des solutions. Donc je vais vous les donner. Voici ces 7 propositions. Donc la première proposition, c'est la lutte contre le financement du terrorisme. Puisque, évidemment, c'est là que se passent les choses importantes. Il y a une chose qui est amusante dans ce que dit M. Labévière. Donc pour vous donner une idée des ordres de grandeur, Daesh a eu 2 milliards de dollars en caisse au sommet de sa forme. Le total des comptes qui ont été gelés pour lutter contre les financements du terrorisme depuis 15 ans, c'est 120 millions de dollars. Voilà. Ça vous donne une idée de ce qui se passe, c'est-à-dire en gros, pratiquement, il n'y a pas de... Enfin, je vais pas dire qu'il n'y a pas de lutte sérieuse, parce qu'il y en a une, 120 millions de dollars, c'est pas rien, mais c'est pas l'ordre de grandeur des problèmes qui se posent. Deuxième proposition, bien sûr, il faut changer les orientations de la politique étrangère de la France, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec le grand n'importe quoi néoconservateur à la française. Troisième proposition, à défaut de pouvoir à nouveau sortir de l'OTAN, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution, essayer de peser à l'intérieur dans le sens de la raison, pour en faire une organisation qui stabilise et non pas qui déstabilise. Quatrième proposition, avoir une loi cadre sur le renseignement. Il y a un exposé assez long de M. Labévière à propos des dysfonctionnements qui ont été observés en particulier autour de l'affaire Mera. Vous savez qu'il y a pas mal de gens, dont par exemple Jean-Michel Vernochet, dont j'ai chroniqué un livre récemment, qui ont dit en gros, mais comment c'est possible, quoi. Enfin, je veux dire, le type a un parcours, Mohamed Merah, on est un petit peu interloqué. Bon, ça ressemble quand même à... Disons que c'est bizarre, quoi. Alors, d'après Richard Labévière, en tout cas, c'est pas forcément la preuve d'une barbouzerie. Lui pense que ça peut être vraiment l'effet d'une accumulation de dysfonctionnements qui font qu'un type qui est traité par la DCRI, qui est identifié depuis très longtemps, enfin je veux dire, Mera, il est voyant comme un sapin de Noël, hein, bon, peut faire ce qu'il fait, et dans un premier temps, on ne pense pas à lui, et puis on va le chercher à la fin, enfin, on peut faire ce qu'il fait, si c'est lui qui l'a fait d'ailleurs, on n'en est pas sûr, et puis à la fin, on va le chercher pour l'arrêter en finesse en tirant 3000 cartouches, je sais plus combien, enfin bon,
moi, personnellement, honnêtement, j'ai du mal à y croire. Je ne dis pas que ce que dit Richard Labévière n'est pas vrai, c'est très intéressant ce qu'il explique sur les dysfonctionnements à l'intérieur de l'appareil judiciaire français. C'est possible, hein, je veux dire, les organisations bureaucratiques peuvent répéter la même erreur des dizaines de fois avant de se guérir d'un biais, mais là, quand même, je dois dire que j'ai du mal à y croire. Bref. La cinquième proposition, transformer la section centrale de lutte antiterrorisme du parquet de Paris en un véritable parquet national dirigé par un procureur national antiterroriste. Plus largement, renforcer certains dispositifs du code pénal et du code de procédure pénale, par exemple en matière de droit de séjour des immigrés et de politique d'asile. Bon, on voit bien de quoi il parle, hein. Bon courage pour arriver à le faire comprendre aux idéologues doctrinaires qui nous servent de classe dirigeante. Sixième proposition, bien sûr, agir en amont sur les crises structurelles de nos économies et de notre société. C'est-à-dire que, en gros, d'une manière générale, ne pas croire qu'on peut résoudre le problème posé par le terrorisme sans résoudre aussi les causes profondes sur lesquels, d'ailleurs, je reviendrai dans ma vidéo de synthèse, en reprenant à ce moment-là certains des éléments qui sont cités par Richard Labévière, et en m'appuyant en particulier, effectivement, sur le travail d'un philosophe que cite Labévière, et qui a écrit des choses très intéressantes pour comprendre un petit peu comment on peut se fabriquer la psychologie terroriste. C'est un monsieur qui s'appelle Bernard Stiegler, donc j'en parlerai un petit peu ça dans ma conclusion. Et puis, la septième proposition, qui est très intéressante, venant de la part de quelqu'un qui manifestement a écrit son livre pour s'adresser plutôt, on va dire, aux gens, entre guillemets, de gauche. Il leur dit « refaire de la politique en travaillant à une redéfinition radicale de la souveraineté nationale ». Il a raison, ça aussi j'en parlerai dans ma conclusion. Voilà. Donc je ne peux pas... je suis un peu embêté parce que ce livre est tellement riche que si je devais parler de tout ce que j'y ai trouvé d'intéressant, la note de lecture prendrait 3 heures. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est un très très bon livre. Je vous ai parlé de Crime sans châtiment, Jean-Louis Ambert, je vous ai dit c'est celui qu'il faut lire, mais en fait celui-là aussi c'est le même niveau. Ce sont les deux livres franchement qui m'ont le plus appris. Voilà, cette série de notes de lecture donc sur l'État islamique est presque finie. Il reste 3 vidéos, 2 livres à voir et puis la vidéo de synthèse et de conclusion. Donc les 2 livres à voir, le prochain qu'on va voir c'est Thierry Messant, Sous nos yeux. On va s'intéresser à la grille de lecture de Thierry Messant qui lui est très centré sur les enjeux internes à l'oligarchie impérialiste occidentale, qui explique effectivement beaucoup de choses sur ce qui se passe autour de cette histoire d'État islamique. Et puis on finira pour la bonne bouche par un truc, alors je dirais pas que j'ai une totale confiance dans le bouquin, mais il faut quand même en parler, et il y a 2-3 passages où on tombe vraiment à la renverse, donc c'est marrant, enfin si j'ose dire. Les Revenants, d'un monsieur qui s'appelle David Thompson. C'est pas le même niveau de réflexion que ce qu'on vient de voir, mais c'est pas mal quand même, c'est très documenté. Et parce que le problème, si vous voulez, c'est quoi les revenants ? C'est que les mecs qui sont partis là-bas faire du tourisme djihadiste en Irak, le problème, c'est, déjà, c'est qu'ils partent. Je ne pense pas que ça donne une bonne image des Français à l'étranger. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'ils reviennent. Et vous allez voir, quand on va lire les revenants, qu'effectivement, on va avoir un petit problème, là, même un gros, et qu'il faut en parler. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long, que je me suis pas trop perdu dans les détails, mais il y a tellement d'informations dans le bouquin de Richard Labévière qu'il fallait quand même que je vous en donne une partie, parce que c'est très intéressant. Et je vous dis à bientôt.